Sous un ciel noir d'encre, la pluie s'abat sans relâche sur les champs de lavande de Saint-Rémy-de-Provence, en cette nuit de 2002. Les éclairs déchirent l'obscurité, révélant par intermittence l'entrée d'un tunnel abandonné, celui de Valmont, marqué d'un panneau usé, danger, entrée interdite. Une vieille légende murmure que ces galeries, creusées pendant la guerre, abritent des secrets que nul ne devrait troubler. Pourtant, cette nuit-là, deux hommes s'y aventurent. Antoine Dubois, 52 ans, ancien ingénieur des chemins de fer, caresse le volant de son autobus avec une assurance teintée de fatigue. À ses côtés, Étienne Moreau, 48 ans, père de famille prudent, vérifie nerveusement la plume que sa femme lui a offerte, pensant à sa fille qui l'attend. Leur choix de prendre ce raccourci maudit, poussé par une route bloquée et la pression d'un patron exigeant, les conduit dans l'ombre du tunnel. Ils n'en ressortiront jamais. Que cachent ces profondeurs? Une vérité oubliée, ou une force qui défie l'entendement? Si c'est votre première visite sur notre chaîne, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer de cette enquête troublante, où la curiosité humaine défie l'inconnu. La pluie tombait sans relâche sur les routes sinueuses de la Provence, transformant les chemins en torrents de boue. En cette nuit de 2002, l'autobus d'Antoine Dubois et d'Étienne Moreau cahotait péniblement sur la route reliant Aix-en-Provence à un petit village isolé de Saint-Rémy-de-Provence. Les essuie-glaces luttaient contre les trompes d'eau, et la lumière des phares peinait à percer l'obscurité épaisse. À l'intérieur, l'atmosphère était lourde, saturée par l'humidité et une tension palpable. Antoine, 52 ans, ancien ingénieur des chemins de fer, serrait le volant avec une assurance presque provocante, ses doigts calleux trahissant des années de travail dans les entrailles de la terre. À ses côtés, Étienne, 48 ans, père de famille prudent, triturait nerveusement la plume que sa femme lui avait offerte, un objet qu'il considérait comme un talisman. Ses yeux, fixés sur la route, reflétaient une inquiétude grandissante, comme si un pressentiment pesait sur son cœur. La route principale, celle qu'ils empruntaient habituellement, était impraticable, bloquée par un glissement de terrain causé par les pluies torrentielles. Antoine, avec son expérience des tunnels et des voies ferrées, proposa une alternative audacieuse, emprunter le tunnel Valmont, une vieille galerie abandonnée depuis la Seconde Guerre mondiale, interdite d'accès depuis des décennies. « Je connais ce tunnel comme ma poche », déclara-t-il, sa voix ferme masquant une ombre d'hésitation. Il se souvenait trop bien d'un incident survenu des années plus tôt, lorsqu'un effondrement dans une mine avait englouti un collègue sous ses yeux. Cette tragédie, qu'il n'évoquait jamais, avait laissé une cicatrice invisible, un mélange de culpabilité et de défi face à l'obscurité des souterrains. Pourtant, ce soir-là, il repoussait ses souvenirs, convaincu que son savoir-faire le guiderait. Étienne, en revanche, n'était pas aussi sûr. « Ce tunnel, on raconte des choses, Antoine, murmura-t-il, ses doigts serrant la plume jusqu'à ce que ses jointures blanchissent. Les rumeurs circulaient dans les cafés de Saint-Rémy, des histoires de disparitions inexpliquées, de soldats allemands ou de résistants qui s'étaient volatilisés dans ces galeries pendant la guerre. Étienne n'était pas superstitieux, mais il avait une famille et une femme, une fille qui comptait sur lui. Rentrer à l'heure, éviter les ennuis, c'était tout ce qui importait. Pourtant, la menace de Jacques Bisset, leur patron, pesait lourd. Bisset, un homme dur et calculateur, ne tolérait aucun retard. Un détour par une autre route ajouterait des heures à leur trajet, risquant une réprimande, voire un licenciement. Étienne se sentait coincé, déchiré entre sa loyauté envers Antoine, son ami de longue date, et ce nœud d'angoisse qui lui serrait l'estomac. Antoine, percevant le doute de son compagnon, posa une main rassurante sur son épaule. « On sera à l'heure, compadre. Ce tunnel, c'est juste un raccourci. Rien de plus. » Mais ces mots sonnaient creux, même à ses propres oreilles. Il savait que le tunnel Valmont n'était pas un simple passage. Les anciens parlaient de murmures dans l'obscurité, de lumières étranges, de choses qui n'appartenaient pas à ce monde. Pourtant, il refusait de céder à la peur. Pour Antoine, affronter le tunnel, c'était prouver qu'il pouvait encore dompter les profondeurs, comme il l'avait fait jadis. Étienne, lui, luttait intérieurement. Devait-il faire confiance à Antoine, dont l'expérience semblait infaillible,
ou écouter cette voix intérieure qui hurlait de faire demi-tour? Il pensa à sa fille, à son sourire lorsqu'il rentrait à la maison, à la promesse qu'il lui avait faite de toujours revenir. Mais la pression de Bisset, la peur de perdre son emploi, et la camaraderie qui le liait à Antoine l'emportèrent. Il hocha la tête, un geste résigné, et murmura « D'accord. Allons-y ». Alors que l'autobus s'approchait de l'entrée du tunnel, la radio, jusque-là silencieuse, crachota soudain. Des bribes d'annonces météo sur les inondations se mêlèrent à des interférences étranges, comme des chuchotements dans une langue oubliée. Antoine fronça les sourcils mais ne dit rien. Étienne, le regard fixé sur l'entrée béante du tunnel, sentit un frisson lui parcourir l'échine. Il n'avait pas encore franchi le seuil, mais déjà, l'obscurité semblait les appeler, prête à les engloutir. La nuit enveloppait Saint-Rémy-de-Provence d'un voile d'élégance feinte, alors que les lumières d'une villa somptueuse perçaient l'obscurité. En ce soir d'automne 2023, une réception battait son plein, réunissant l'élite locale dans un éclat de verre de cristal et de rire poli. Les champs de lavande environnants semblaient endormis sous la lune, mais à l'intérieur, l'atmosphère était lourde, saturée de secrets inavoués. Claire Beaumont, la journaliste parisienne aux yeux perçants, se tenait à l'écart, un verre de rosé provençal à la main, observant la foule avec une méfiance instinctive. À ses côtés, Sophie Moreau, la tenace propriétaire de la boulangerie du village, murmurait des remarques acerbes sur les invités, tandis qu'Étienne, son frère, se montrait mal à l'aise, triturant nerveusement la plume que sa femme lui avait offerte. Ils étaient là pour glaner des informations, espérant percer le mystère de la disparition d'Antoine Dubois dans le tunnel Valmont, mais l'invitation à cette soirée semblait trop opportune pour être innocente. Au cœur de la foule, Victor Beaumont, un entrepreneur influent dont la fortune semblait aussi opaque que son sourire, s'approcha du trio. Grand, vêtu d'un costume impeccablement taillé, il dégageait une assurance magnétique, mais son regard froid, presque reptilien, fit frissonner Claire. « Mademoiselle Beaumont, dit-il, sa voix suave glissant comme une lame, votre réputation de journaliste vous précède. Saint-Rémy est un petit village, mais il cache bien des histoires. » Il parlait avec une aisance calculée, offrant un verre de Châteauneuf-du-Pape, mais ses mots sonnaient comme une mise en garde voilée. Sophie, toujours directe, répondit avec un sourire crispé, tandis qu'Étienne, silencieux, scrutait Victor comme s'il cherchait à lire dans ses pensées. Claire, elle, sentit une alarme intérieure, cet homme savait quelque chose, et son intérêt pour leur enquête n'était pas anodin. Alors que la soirée avançait, bercée par les notes mélancoliques d'un quartet de jazz jouant du Piaf, Claire remarqua un détail troublant, son appareil photo, qu'elle avait laissé sur une table, avait disparu. Cet appareil contenait des clichés des abords du tunnel Valmont, pris lors de sa première exploration. Elle alerta discrètement un officier de police présent à la réception, mais celui-ci, un homme au regard fuyant, balaya sa plainte d'un revers de main. Vous savez, dans une foule comme celle-ci, les objets se perdent facilement, dit-il, avant de s'éloigner. Claire comprit immédiatement, la famille Beaumont, pilier de la région, exerçait une influence qui muselait même les autorités. Cette découverte ne fit qu'attiser sa détermination, mais aussi sa méfiance. Victor, comme s'il avait senti son trouble, réapparut avec une proposition inattendue. Pourquoi ne pas rejoindre ma petite escapade demain? Une sortie sur mon yacht, au large de Marseille. Une occasion de discuter, loin des regards indiscrets, suggéra-t-il, un sourire énigmatique aux lèvres. Sophie haussa un sourcil, son instinct de villageoise flairant la manipulation. Étienne, toujours prudent, murmura à Claire, cet homme cache quelque chose. On ne peut pas lui faire confiance. Claire, partageant leurs suspicions, déclina poliment, prétextant un engagement. Mais au fond d'elle, elle savait que Victor jouait un jeu dangereux, et que son invitation n'était pas une simple courtoisie. Était-il impliqué dans la disparition d'Antoine? Ou cherchait-il à les éloigner du tunnel Valmont, dont les rumeurs continuaient d'empoisonner le village? Les notes du jazz s'évanouissaient dans l'air, remplacées par un bourdonnement sourd, presque imperceptible, comme si les murs de la villa murmuraient eux-mêmes. Claire sentit un frisson la parcourir, non pas à cause du froid,
mais de la certitude que Victor Beaumont représentait une menace bien plus grande qu'il n'y paraissait. Son charisme, son pouvoir, tout cela n'était qu'une façade masquant une vérité plus sombre. Alors que les trois compagnons quittaient la réception, le regard de Victor les suivit, perçant, comme s'il connaissait déjà le chemin qu'il s'apprêtait à emprunter. Dans la nuit provençale, sous un ciel où les étoiles semblaient s'éteindre une à une, Claire comprit que leur quête pour la vérité venait de croiser un adversaire redoutable, dont les intentions restaient aussi insondables que les profondeurs du tunnel Valmont. La nuit de 2002 enveloppait la Provence d'une obscurité oppressante, et l'autobus d'Antoine Dubois et Étienne Moreau s'enfonçait dans l'entrée béante du tunnel Valmont, comme avalé par une bouche de pierre. La pluie, laissée derrière eux, semblait encore résonner dans le grondement sourd des pneus sur le sol inégal. À l'intérieur, l'air était lourd, saturé d'une odeur d'humidité et de métal rouillé. Les murs du tunnel, creusés pendant la Seconde Guerre mondiale, suintaient une eau noire qui goûtait avec une régularité inquiétante, comme un battement de cœur souterrain. Antoine, 52 ans, ancien ingénieur des chemins de fer, serrait le volant avec une détermination farouche, ses yeux scrutant l'obscurité que les phares peinaient à percer. À ses côtés, Étienne, 48 ans, père de famille prudent, crispait ses doigts autour de la plume offerte par sa femme, son regard trahissant une angoisse croissante. Chaque mètre parcouru semblait resserrer l'étau invisible qui pesait sur leurs épaules. Soudain, le tunnel, qui aurait dû être une simple galerie rectiligne, se divisa en 3 embranchements, leurs entrées plongeant dans une obscurité encore plus profonde. Antoine, déconcerté, ralentit l'autobus. « Je le jure, ce n'était pas comme ça », murmura-t-il, sa voix teintée d'une incertitude qu'il tentait de masquer. Lui, qui avait jadis arpenté les souterrains de Provence, se sentait trahi par sa mémoire. Étienne, le cœur battant, pointa du doigt une lueur vacillante au loin, semblable à celle d'une lampe torche, mais fugitive, comme si quelqu'un ou quelque chose les observait depuis les ténèbres. « Tu as vu ça ?» demanda-t-il, sa voix tremblante. Antoine, refusant de céder à la peur, haussa les épaules, mais ses mains tremblaient légèrement sur le volant. La radio, jusque-là silencieuse, crachota alors, émettant des sons étranges, un mélange de chuchotements et de syllabes incompréhensibles, comme une langue oubliée depuis des siècles. Étienne, saisi d'un frisson, éteignit l'appareil, mais les murmures semblaient persister, émanant des murs eux-mêmes. À mesure qu'ils avançaient, les parois du tunnel révélèrent des gravures inattendues, des symboles anciens, sculptés avec une précision surnaturelle. Des étoiles entrelacées, des spirales évoquant des tourbillons d'eau, et des figures humanoïdes aux contours indistincts semblaient danser sous la lumière des phares. Antoine, fasciné malgré lui, murmura « Ce n'est pas celtique, ni romain ». Étienne, lui, sentit une oppression grandissante, comme si ces symboles les observaient, les jugeaient. La pensée de sa fille, attendant son retour à la maison, le poussait à supplier Antoine de faire demi-tour, mais il savait que leur patron, Jacques Bisset, ne pardonnerait pas un retard. L'autobus déboucha soudain dans une caverne immense, un sanctuaire souterrain où l'air semblait vibrer d'une énergie ancienne. Au centre, un lac d'eau noire réfléchissait une lueur bleu saphir, pulsant comme un cœur vivant. 12 piliers de pierre, gravés des mêmes symboles énigmatiques, entouraient l'étendue liquide, formant un cercle presque sacré. Une mélodie étrange, à la fois envoûtante et terrifiante, s'éleva, semblant naître des profondeurs de l'eau. Étienne, pétrifié, murmura une prière, sa plume serrée comme un ultime rempart contre l'inconnu. Antoine, les yeux écarquillés, fixait le lac, hypnotisé par sa beauté surnaturelle. « C'est magnifique !» souffla-t-il, oubliant un instant sa prudence. Mais l'instant de fascination fut brisé. L'autobus s'arrêta net, le moteur s'éteignant dans un râle. Les phares vacillèrent, puis s'éteignirent, plongeant la caverne dans une obscurité oppressante, seulement brisée par la lueur bleue du lac. Un frisson glacé parcourut l'échine d'Étienne alors qu'une forme sombre, indistincte, émergea lentement de l'eau, comme une ombre liquide prenant vie. Antoine, tentant de redémarrer le moteur, cria « Étienne, tiens bon !» Mais la forme s'approcha, rapide, inexorable. La lueur bleue s'intensifia, engloutissant l'autobus dans un éclat aveuglant.
Les murmures devinrent un chœur assourdissant, et dans un instant de terreur pure, Antoine et Étienne disparurent, comme si le tunnel lui-même les avait réclamés. L'obscurité retomba, ne laissant derrière elle que le silence et l'écho d'une mélodie qui n'appartenait pas à ce monde. 3 jours après la disparition d'Antoine Dubois et d'Étienne Moreau, la pluie avait cessé à Saint-Rémy-de-Provence, mais une ombre pesante s'était abattue sur le village. Devant l'entrée du tunnel Valmont, l'autobus abandonné gisait comme une relique oubliée, ses pneus embourbés dans la terre humide, entourés de rubans de police qui claquaient dans le vent. Les champs de lavande, d'ordinaire si apaisants, semblaient murmurer des secrets sous la lumière pâle du matin. Dans les ruelles étroites du village, l'air vibrait de rumeurs, le tunnel Valmont, maudit depuis la Seconde Guerre mondiale, avait encore englouti des âmes. Les anciens, attablés dans les cafés autour de la place centrale, chuchotaient des histoires de disparitions inexpliquées, de soldats et de résistants volatilisés dans ces galeries sombres. Pourtant, au-delà des murmures, c'était la douleur brute des familles qui donnait au village une gravité nouvelle, comme si un voile de deuil s'était posé sur chaque pierre. Isabelle Dubois, 30 ans, enseignante d'histoire au lycée local, arpentait les rues avec une détermination farouche. Ses mains tremblaient légèrement alors qu'elle collait des affiches sur les réverbères, chacune ornée d'une photo de son père, Antoine, avec son sourire fatigué mais chaleureux. « Aidez-nous à le retrouver », implorait le texte, mais Isabelle savait au fond d'elle que son père, cet homme qui lui avait appris à lire les étoiles, n'aurait jamais abandonné sa famille. La douleur de sa perte, amplifiée par le souvenir de sa mère disparue lorsqu'elle était enfant, la poussait à continuer, malgré les regards compatissants mais résignés des passants. Elle s'arrêtait parfois, fixant l'horizon où le tunnel Valmont se dressait comme une menace silencieuse, se demandant ce qui avait pu arracher son père à sa vie. Sophie Moreau, 44 ans, sœur d'Étienne, était tout aussi inflexible. Dans sa boulangerie au cœur de Saint-Rémy, où l'odeur des baguettes fraîches contrastait avec l'atmosphère lourde, elle distribuait des tracts à chaque client. « Mon frère n'est pas un fuyard », déclarait-elle, sa voix ferme masquant à peine la fêlure de son chagrin. Étienne, père aimant, n'aurait jamais laissé sa femme et sa fille sans un mot. Sophie organisait des réunions dans la salle communale, transformant sa douleur en une quête de justice. Lors d'une conférence de presse improvisée, face à un parterre de villageois et de journalistes locaux, elle pointa du doigt les autorités, accusant le mystérieux François Lambert, un fonctionnaire du ministère de la Culture, de dissimuler la vérité. Les réponses évasives des officiels, qui parlaient d'un « simple accident », ne faisaient qu'attiser sa colère et sa détermination. C'est dans ce climat de suspicion qu'arriva Claire Beaumont, une journaliste parisienne de 38 ans, dont le regard acéré trahissait une curiosité insatiable. Venue enquêter sur la disparition, elle était poussée par un souvenir personnel, son père, un historien passionné par les mystères de la Provence, lui avait souvent parlé des tunnels de guerre, des secrets enfouis dans leur profondeur. Claire, installée dans une petite chambre d'hôte près de la place centrale, passa ses premières heures à écouter les villageois, recueillant leurs récits de légendes et de disparitions. Mais ce qui la frappait le plus était l'attitude des autorités. Pourquoi ce silence, cette hâte à clore l'affaire? Dans un carnet, elle notait chaque détail, chaque contradiction, hantée par une queue. Stion lancinante, la vérité valait-elle le risque de tout perdre? Son père lui avait appris que les réponses se trouvaient souvent là où personne n'osait regarder, mais à Saint-Rémy, elle sentait que ce regard pourrait la mener vers un abîme. Dans les rues, les affiches d'Isabelle flottaient au vent, et les tracts de Sophie s'amoncelaient sur les tables des cafés. La communauté, unie par la perte, se rassemblait dans une prière silencieuse pour Antoine et Étienne. Pourtant, au-delà de la douleur, une méfiance grandissait, le tunnel Valmont n'était pas un simple lieu d'accident. Il cachait quelque chose, une vérité que les autorités semblaient déterminées à étouffer. Claire, Isabelle et Sophie, chacune portée par ses propres blessures, savaient que leur quête ne faisait que commencer, et que les réponses, si elles existaient, reposaient dans l'obscurité du tunnel, là où la lumière ne pénétrait jamais. À Saint-Rémy-de-Provence, les jours suivant la disparition d'Antoine Dubois et d'Étienne Moreau étaient empreints d'une tension sourde, comme si le village entier retenait son souffle. Dans la petite boulangerie de Sophie Moreau, où l'odeur des pains au levain se mêlait à celle du café fraîchement moulu,
Claire Beaumont s'asseyait à une table rustique, son carnet ouvert devant elle. Les murs, ornés de photos anciennes de la Provence, semblaient murmurer les secrets d'un passé trouble. Sophie, les traits tirés par le chagrin mais animés d'une détermination farouche, servait les clients tout en échangeant des regards complices avec Claire. La journaliste parisienne, avec son instinct affûté, sentait que les réponses à la disparition d'Antoine et d'Étienne se trouvaient quelque part dans l'histoire enfouie de ce village, mais chaque pas vers la vérité semblait la rapprocher d'un danger invisible. Les rumeurs sur le tunnel Valmont, maudit depuis la Seconde Guerre mondiale, prenaient une consistance inquiétante, et les silences des autorités ne faisaient qu'alimenter ses soupçons. Claire avait entendu parler de Victor Renaud, un ancien employé des chemins de fer, aujourd'hui octogénaire, vivant reclus dans une maison encombrée de livres et de souvenirs. Elle se rendit chez lui, traversant les ruelles pavées où les ombres des platanes dansaient sous la lumière pâle de l'automne. La demeure de Victor, nichée au bout d'un chemin bordé de cyprès, exhalait une odeur de papier jauni et de cire. Assis dans un fauteuil usé, ses mains noueuses serrant une tasse de tisane, Victor la reçut avec une méfiance initiale. Mais face à l'insistance douce de Claire, il céda, sa voix tremblante révélant un secret qu'il portait depuis des décennies. En 1954, raconta-t-il, des ingénieurs travaillant dans le tunnel Valmont avaient découvert une caverne souterraine où une eau étrange, d'un bleu saphir luminescent, semblait vibrer d'une vie propre. Ils avaient entendu des murmures, comme une mélodie venue d'un autre temps, mais avant qu'ils ne puissent enquêter davantage, des officiels étaient intervenus. On leur avait fait signer des accords de silence, menaçant leur famille s'ils parlaient. Victor, alors jeune apprenti, n'avait jamais oublié le regard terrifié de ses collègues, ni l'éclat de cette eau qui semblait les observer. Intriguée, Claire chercha un autre éclairage auprès de Lucien Garnier, un historien de l'université d'Aix-Marseille, connu pour ses travaux sur les mythes celtiques. Dans la bibliothèque municipale, entouré de rayonnages poussiéreux, Lucien étala des croquis qu'il avait réalisés à partir des descriptions de Claire. Les symboles qu'elle avait aperçus près du tunnel étoiles entrelacées, spirales aquatiques évoquaient, selon lui, des légendes celtiques anciennes parlant des « êtres venus des cieux ». Ces figures, disait-il, ne correspondaient à aucune culture connue, comme si elles appartenaient à une civilisation oubliée, ou peut-être à quelque chose d'encore plus ancien, d'au-delà de ce monde. Lucien, passionné mais prudent, avertit Claire, ces symboles ne sont pas un simple vestige. Ils pourraient être un avertissement. Pourtant, Claire ne pouvait s'arrêter. Chaque indice renforçait sa conviction qu'une vérité plus grande se cachait derrière la disparition d'Antoine et d'Étienne, mais une question la hantait, la quête de cette vérité valait-elle le risque? Cette interrogation pesait encore plus lourd lorsqu'elle rencontra Jacques Bisset, le patron de la compagnie d'autobus. Dans son bureau austère, encombré de registres et de cartes, Bisset répondit à ses questions avec une nervosité mal dissimulée. Ses mains tremblaient légèrement lorsqu'il évoqua l'itinéraire des deux chauffeurs, insistant qu'il s'agissait d'un simple accident. Mais ses yeux fuyants et ses réponses évasives trahissaient une peur profonde, comme s'il craignait que Claire ne creuse trop loin. Lorsqu'elle mentionna le tunnel Valmont, il se raidit, renversant un verre d'eau sur son bureau, un geste qui semblait presque symbolique. De retour dans les rues de Saint-Rémy, Claire marchait sous les étoiles, le poids de ses découvertes pesant sur ses épaules. Les récits de Victor, les analyses de Lucien, et l'attitude de Bisset formaient un puzzle incomplet, mais chaque pièce pointait vers une dissimulation orchestrée. Le tunnel Valmont n'était pas seulement un lieu de tragédie, il était le gardien d'un secret que quelqu'un ou quelque chose voulait à tout prix protéger. Et Claire, malgré la peur qui grandissait en elle, savait qu'elle ne pouvait plus reculer. Sous le ciel noir de Saint-Rémy-de-Provence, la nuit semblait retenir son souffle alors que Claire Beaumont, Lucien Garnier et Marc Lefebvre s'approchaient du tunnel Valmont. L'année 2023 avait déjà vu trop de secrets enfouis, et ce trio improbable, armé de lampes torchées et d'une détermination vacillante, s'apprêtait à défier l'obscurité. Les champs de lavande, endormis sous la lune, laissaient place à l'entrée béante du tunnel, où le panneau « Danger, entrée interdite » oscillait doucement dans le vent. Claire, la journaliste parisienne, sentait son cœur battre à tout rompre, partagé entre la soif de vérité et la culpabilité d'entraîner ses compagnons dans une entreprise périlleuse. Lucien,
l'historien passionné par les mythes celtiques, ajustait ses lunettes, ses yeux brillants d'une curiosité presque enfantine. Marc, ancien sauveteur minier, avançait avec une prudence méthodique, mais son visage marqué par un vieux chagrin trahissait une peur qu'il ne confessait pas. Les lampes torchées projetaient des faisceaux tremblants sur les murs humides, révélant des fissures et des plaques de rouille, comme si le tunnel lui-même respirait une histoire oubliée. Et si vous êtes toujours avec nous à ce stade, laissez un « ici » ou dites simplement « toujours là » dans les commentaires, nous les lisons tous. À mesure qu'il s'enfonçait, les parois se resserraient, l'air devenant plus lourd, saturé d'une odeur de terre mouillée et de métal. Les faisceaux de lumière dansaient sur des gravures étranges ou étoiles entrelacées, spirales aquatiques, figures indistinctes qui semblaient pulser sous leur regard. Lucien, captivé, murmura, ces symboles, ils ne correspondent à rien de connu. Ni celtique, ni romain. C'est comme si. Sa voix s'éteignit, remplacée par un frisson. Claire, notant chaque détail dans son carnet, sentit une boule se former dans sa gorge. Elle avait convaincu Lucien et Marc de l'accompagner, mais une voix intérieure lui reprochait de les avoir entraînés dans ce lieu maudit. Marc, lui, scrutait les ombres, son expérience de sauveteur le rendant hypersensible au moindre craquement. Il repensait à une mission ratée, des années plus tôt, où il n'avait pu sauver un collègue piégé sous la roche. Cette mémoire le hantait, le poussant à protéger le groupe à tout prix. Soudain, leurs lampes éclairèrent un objet incongru, un sac à dos usé, abandonné contre une paroi. Claire s'agenouilla, le cœur battant, et découvrit une étiquette portant le nom d'un archéologue disparu en 2022. « Il était ici », murmura-t-elle, sa voix tremblante d'excitation et de peur. Avant qu'il ne puisse analyser davantage, le tunnel s'ouvrit sur une caverne immense, un sanctuaire souterrain où l'air semblait chargé d'une énergie ancienne. Au centre, un lac d'eau noire scintillait d'une lueur bleu saphir, pulsant comme un cœur vivant. 12 piliers de pierre, gravés des mêmes symboles énigmatiques, formaient un cercle solennel, évoquant un temple oublié. Lucien, hypnotisé, s'approcha, murmurant « c'est magnifique ». Mais Marc, plus pragmatique, ordonna « restez en arrière ». Un chant étrange s'éleva alors, une mélodie à la fois envoûtante et terrifiante, semblant naître des profondeurs du lac. Les lampes torchées vacillèrent, puis s'éteignirent une à une, plongeant la caverne dans une obscurité oppressante, seulement brisée par l'éclat bleu du lac. Marc, sentant le danger, cria « reculez ». Mais avant qu'il ne puisse bouger, une forme sombre émergea de l'eau, comme une ombre liquide prenant vie. Claire, paralysée, sentit la culpabilité l'envahir, c'était son idée, sa quête. Lucien, figé par la fascination, murmura des bribes de légendes celtiques. Marc, fidèle à son instinct, s'interposa, tentant de protéger ses compagnons. Mais une colonne d'eau, animée d'une force surnaturelle, s'éleva et l'engloutit dans un tourbillon, son cri étouffé par le chant qui s'intensifiait. Claire et Lucien, terrifiés, s'élancèrent vers un passage étroit, leurs pas résonnant dans le tunnel qui semblait trembler sous une colère ancienne. Le chant, désormais un chœur assourdissant, semblait les appeler, les supplier de revenir. Les parois vibraient, des pierres se détachaient, et l'obscurité les poursuivait comme une entité vivante. Claire, le souffle court, serrait son carnet, consciente que ce qu'ils venaient de voir dépassait toute compréhension. Ils avaient pénétré un sanctuaire interdit, et le prix de leur audace venait d'être payé par Marc, emporté par une force qu'aucun d'eux ne pouvait nommer. Dans l'obscurité oppressante de la nuit, sous un ciel sans étoiles, Claire, Lucien et Marc s'aventurèrent dans les entrailles de la terre. La forêt, silencieuse, semblait retenir son souffle tandis qu'ils descendaient prudemment vers l'entrée secrète d'un tunnel oublié, à peine visible sous les ronces et les pierres moussues. Leurs lampes torchées projetaient des faisceaux tremblants sur les parois humides, révélant des gravures étranges, des symboles que nul érudit n'aurait pu déchiffrer. Ces dessins, sinueux et hypnotiques, semblaient danser sous la lumière, comme s'ils murmuraient des secrets anciens, des vérités que le monde d'en haut avait choisi d'ignorer. Claire, la plus déterminée des trois, ouvrait la marche, son cœur battant à tout rompre. Elle avait insisté pour cette expédition, convaincue que la disparition de l'archéologue Étienne Moreau en 2022 trouvait son origine dans ces galeries souterraines. Mais à chaque pas,
une culpabilité sourde la rongeait. Et si elle avait entraîné ses compagnons dans un piège mortel? Lucien, l'historien passionné, suivait de près, ses yeux brillants d'une fascination mêlée de terreur. Les symboles sur les murs ne ressemblaient à rien de ce qu'il avait étudié, ni sumérien, ni égyptien, ni même préhistorique. Ils semblaient issus d'un autre monde, d'une époque que l'humanité n'avait jamais consignée. Marc, le secouriste aguerri, fermait la marche, ses gestes précis mais son visage marqué par une tension qu'il ne parvenait pas à masquer. Il avait vu trop de tragédies, trop de missions où il n'avait pas pu sauver tout le monde. Ses souvenirs pesaient sur lui comme une ombre. Le tunnel s'élargit soudain, dévoilant une caverne immense, presque sacrée. Au centre, un lac souterrain scintillait d'une lueur irréelle, d'un bleu phosphorescent qui semblait palpiter comme un cœur vivant. Des colonnes de pierre, sculptées par le temps ou par des mains oubliées, s'élevaient comme les piliers d'un temple perdu. L'air était lourd, chargé d'une humidité qui collait à la peau. Alors qu'ils avançaient, Lucien trébucha sur un objet à moitié enfoui dans la boue. C'était un sac à dos, usé, déchiré, mais reconnaissable. Les initiales, EM, étaient brodées sur le tissu. Le sac d'Étienne Moreau. Claire sentit son estomac se nouer. Ils étaient proches, trop proches, de quelque chose d'incompréhensible. Un son monta alors, d'abord imperceptible, puis envahissant. Une mélodie, ou peut-être un chant, doux et envoûtant, semblait émaner du lac lui-même. Les lampes torchées se mirent à vaciller, leurs faisceaux faiblissant comme si l'obscurité elle-même cherchait à les engloutir. Lucien, hypnotisé, s'approcha du bord de l'eau, murmurant des mots incohérents, comme s'il tentait de répondre à ce chant. Claire l'agrippa par le bras, le tirant en arrière, mais Marc, toujours en alerte, perçut un mouvement dans l'eau. Une vague, contre toute logique, s'éleva, haute et menaçante, comme animée par une volonté propre. « Reculez !» cria-t-il, se plaçant devant ses compagnons. Mais la vague, tel un spectre liquide, s'abattit sur lui. En un instant, Marc disparut, englouti par l'eau luminescente. Son cri résonna brièvement avant de s'éteindre, laissant Claire et Lucien pétrifiés. La culpabilité de Claire explosa en un torrent de remords. C'était sa faute. Elle les avait conduits ici, dans cet abîme maudit. Lucien, tremblant, fixait l'eau qui s'était calmée, comme si rien ne s'était passé. Mais les symboles sur les murs semblaient désormais pulser, en harmonie avec le chant qui reprenait, plus fort, plus insistant. Soudain, la caverne trembla. Des éclats de pierre tombèrent du plafond, et le sol vibra sous leurs pieds. « Il faut partir » hurla Claire, saisissant la main de Lucien. Ils s'élancèrent vers un passage étroit qu'ils avaient repéré à l'entrée de la caverne. Le tunnel semblait se refermer sur eux, les parois frémissant comme si elles étaient vivantes. Le chant, maintenant assourdissant, semblait les appeler, les supplier de revenir vers le lac. Mais Claire, le cœur lourd de la perte de Marc, serra les dents et courut, traînant Lucien derrière elle, fuyant l'inconnu qui les poursuivait dans l'ombre. Leurs pas résonnaient dans le passage exigu, chaque souffle devenant une lutte contre la peur et l'épuisement. Derrière eux, le grondement du tunnel s'amplifiait, comme si la terre elle-même cherchait à les retenir. Ils ne savaient pas ce qui les attendait au bout, ni même s'ils reverraient jamais la lumière du jour. Mais dans l'obscurité, une certitude glaçante s'installait, ils avaient réveillé quelque chose qui ne les laisserait pas s'échapper si facilement. Sous un ciel gris et lourd, où les ombres des immeubles parisiens semblaient s'étirer comme des griffes, Claire et Lucien fuyaient, le cœur battant à tout rompre. La pluie, fine mais glaciale, trempait leurs vêtements tandis qu'ils couraient dans les ruelles étroites du quartier du Marais. Derrière eux, le hurlement des sirènes de police déchirait la nuit, un écho menaçant qui semblait vouloir les engloutir. Ils venaient de s'échapper du souterrain, cet antre obscur où des vérités oubliées dormaient depuis des décennies, mais la liberté qu'ils espéraient était déjà compromise. À l'angle d'une rue, des phares aveuglants jaillirent, et une voiture noire, aux lignes officielles, leur barra la route. François Lambert, un homme au visage taillé dans le marbre, vêtu d'un costume impeccable, descendit du véhicule. Ce haut fonctionnaire du ministère de la Culture, avec son regard perçant et sa voix mielleuse,
incarnait l'autorité froide et implacable. Vous ne pouvez pas continuer ainsi, mademoiselle Delorme, dit-il, un sourire crispé aux lèvres. Certaines vérités sont trop lourdes pour être portées au grand jour. Mais Claire n'était pas femme à plier. Elle serra contre elle le carnet ancien qu'ils avaient arraché aux ténèbres, ses pages jaunies renfermant des secrets qui faisaient trembler les puissants. Avec Lucien, son fidèle compagnon, un archiviste discret mais tenace, elle trouva refuge dans l'appartement exigu de Sophie, une vieille amie dont les murs étaient tapissés de livres et de souvenirs d'une autre époque. L'odeur du papier ancien et du thé à la bergamote emplissait la pièce, un havre fragile au milieu de la tempête. Là, sous la lumière tamisée d'une lampe à pétrole, ils se penchèrent sur les documents découverts dans le souterrain. Des gravures énigmatiques, des cartes griffonnées à l'encre fanée, des références à un lac souterrain, un lieu maudit où, tous les 23 ans, des âmes disparaissaient sans laisser de traces. Chaque symbole, chaque mot semblait murmurer une vérité terrifiante, une conspiration tissée dans l'ombre, protégée par des générations de silence. Quelques jours plus tard, Claire, les traits tirés par des nuits sans sommeil, publia son article dans Le Temps des Ombres, un journal indépendant qui osait défier les puissants. Intitulé « L'ombre du tunnel », l'article révélait tout, le lac souterrain, les symboles gravés dans la pierre, le cycle macabre des disparitions. Elle y décrivait comment des figures influentes, tapies dans les couloirs du pouvoir, avaient orchestré une dissimulation pour protéger des intérêts inavouables. Les mots de Claire étaient comme des éclats de verre, coupants et impossibles à ignorer. Mais la réponse ne tarda pas. Lors d'une conférence de presse, François Lambert, flanqué de journalistes complaisants, balaya les accusations d'un revers de main. Des rumeurs, des fables, des divagations d'une imagination trop fertile, déclara-t-il, son sourire plus tranchant qu'une lame. Il n'y a rien dans ces tunnels, sinon des égouts et des fantômes. Pourtant, la vérité, une fois libérée, est une flamme qui refuse de s'éteindre. Le soir même, alors que Claire relisait ses notes dans l'obscurité de sa chambre, son téléphone vibra. Un message anonyme, glacial, s'afficha sur l'écran, « Arrêtez maintenant, ou vous disparaîtrez comme les autres ». Elle sentit un frisson lui parcourir l'échine, mais ses doigts se crispèrent sur le stylo. Elle n'était pas seule dans ce combat. Lucien, avec ses lunettes cerclées d'acier et son regard inquiet, était à ses côtés. Sophie, avec sa sagesse et son courage discret, leur offrait un refuge. Ensemble, ils formaient une résistance fragile mais déterminée contre un ennemi invisible. Dans le silence de la nuit, Claire murmura, comme pour se convaincre elle-même, « Nous ne pouvons pas laisser ces secrets étouffer la justice ». Ces mots résonnaient comme une promesse, un serment fait à ceux qui avaient disparu, à ceux dont les noms avaient été effacés des registres officiels. Chaque page du carnet, chaque symbole décrypté, était un pas de plus vers la lumière, mais aussi un pas de plus vers le danger. Les rues de Paris, avec leurs pavés luisants et leurs ombres insondables, semblaient attendre, complices d'un mystère qui refusait de se laisser dévoiler. Et Claire savait que le prochain chapitre de cette histoire serait écrit dans l'incertitude, entre le courage et la peur, entre la vérité et le mensonge. Et la nuit enveloppait Paris d'un voile épais, comme si la ville elle-même retenait son souffle. Dans son petit appartement du quartier latin, Claire, les yeux cernés par l'épuisement, écrivait fiévreusement. Les murs, tapissés de notes et de croquis, semblaient murmurer les secrets qu'elle avait arrachés aux ténèbres des souterrains de Provence. Chaque mot qu'elle couchait sur le papier était un défi, un cri lancé contre l'obscurité grandissante. Dehors, la pluie tambourinait doucement contre les vitres, un rythme monotone qui masquait à peine le grondement sourd qui montait des entrailles de la ville. Elle ne le savait pas encore, mais quelque chose d'ancien, d'incompréhensible, s'éveillait. Tout commença par un détail presque anodin. Dans l'évier, le robinet gouttait, mais l'eau qui s'écoulait n'était pas claire. Elle scintillait d'une lueur verte, presque surnaturelle, comme si une étoile s'était dissoute dans le liquide. Claire s'approcha, fascinée et terrifiée à la fois. Elle tendit la main, et l'eau, froide comme la pierre, sembla vibrer sous ses doigts. Puis, un son s'éleva, d'abord imperceptible, comme un murmure porté par le vent. Une voix, ou peut-être plusieurs, entonnait un chant ancien, sans mots, mais chargé d'une tristesse infinie.
Elle recula, le cœur battant, et jeta un regard vers la fenêtre. Dehors, la Seine, ce ruban d'argent qui traversait Paris, pulsait de la même lueur verte. Les fontaines de la place de la Concorde, visibles au loin, semblaient danser sous des éclats d'émeraude, comme si la ville entière était contaminée par une force venue d'ailleurs. Claire attrapa son magnétophone, ses mains tremblantes. Elle murmura, la voix brisée par l'angoisse, « Ce que nous avons trouvé, ce n'est pas confiné au tunnel de Provence. Ça se propage. À travers l'eau, à travers le temps. » Elle ignorait si quelqu'un écouterait un jour cet enregistrement, mais elle devait témoigner, laisser une trace avant que l'inévitable ne la rattrape. Elle griffonna un dernier symbole sur son carnet, un motif spiralé qu'elle avait vu gravé dans la pierre humide des souterrains. Puis, un craquement résonna dans l'appartement. L'eau jaillit soudain, non plus du robinet, mais des murs eux-mêmes, s'infiltrant par les fissures, formant des flaques où dansaient les mêmes symboles qu'elle avait découverts dans le tunnel. L'air devint lourd, saturé d'une odeur de terre mouillée et de quelque chose d'autre, quelque chose de vivant et d'ancien. Elle n'eut pas le temps de crier. L'eau monta, rapide, implacable, engloutissant ses notes, ses meubles, ses souvenirs. Les lumières de l'appartement vacillèrent, puis s'éteignirent, plongeant la pièce dans une obscurité trouée seulement par cette lueur verte, pulsante, presque consciente. Quand le silence revint, l'appartement était vide. Claire avait disparu, comme si elle n'avait jamais existé. Seuls restaient les symboles, gravés dans l'eau stagnante, scintillant comme des étoiles mortes. À des kilomètres de là, près du lac Léman, Lucien, l'archiviste fidèle, marchait seul le long des berges. Il avait fui Paris après les menaces, espérant trouver refuge dans la quiétude des montagnes suisses. Mais le lac, lui aussi, s'était mis à briller d'une lueur anormale. Les roseaux frémissaient, comme agités par un vent qui n'existait pas. Lucien, son carnet à la main, sentit une présence derrière lui. Il se retourna, mais il n'y avait rien, rien d'autre que l'eau, qui semblait l'appeler. Le lendemain, on retrouva ses lunettes brisées au bord du lac, mais de Lucien, aucune trace. Paris, Genève, les fontaines, les rivières, partout, cette lueur verte s'insinuait, comme un poison lent. Ce n'était pas seulement une conspiration humaine, pas seulement une affaire de pouvoir et de secret. Quelque chose de plus grand, de plus ancien, s'éveillait, libéré des chaînes du temps. Les tunnels de Provence n'étaient qu'un début, une porte ouverte sur un abîme que personne ne pouvait refermer. Et dans l'ombre, les symboles continuaient de danser, murmurant une vérité que Claire avait payée de sa vie, l'entité n'était pas confinée. Elle était partout, dans l'eau, dans le temps, dans l'âme même de la terre. Les tunnels de Valmont, ces entrailles de pierre où tant de secrets avaient été ensevelis, étaient désormais scellés. Des blocs de béton, froids et impénétrables, obstruaient l'entrée, comme pour étouffer à jamais les vérités qu'ils renfermaient. Mais, dans la nuit silencieuse, une lueur verte, insidieuse, s'échappait des fissures, dansant comme une promesse que l'oubli ne serait jamais complet. À Saint-Rémy-de-Provence, la communauté s'était rassemblée sur la place du village, où les ombres des platanes s'étiraient sous la lune. Des bougies vacillantes illuminaient les visages fatigués, marqués par le deuil. On priait pour Antoine, Étienne, Marc, et tant d'autres, disparus dans l'obscurité d'un cycle maudit. Les murmures des prières se mêlaient au vent, mais un autre son, plus ancien, semblait flotter dans l'air, un chant sans origine, une mélodie venue des profondeurs. Isabelle et Sophie, les dernières gardiennes de la vérité, se tenaient côte à côte, serrant contre elles les pages de l'article de Claire, l'ombre du tunnel. Ces mots, écrits avec courage, étaient tout ce qui restait d'elle, une flamme fragile dans un monde qui préférait le silence. Elle distribuait des copies aux villageois, aux passants, à quiconque voulait écouter. Mais la peur pesait lourd. Car qui pouvait dire où s'arrêtait l'influence de cette entité? Lorsque l'eau scintillait sous la lumière de la lune, lorsque des notes étranges résonnaient dans la nuit, une question glaçante s'imposait, et si c'était une invitation, un appel des créatures tapies dans l'ombre? La vérité, aussi terrifiante soit-elle, était une torche dans les ténèbres, mais son éclat révélait parfois un prix trop lourd à payer. Si cette histoire vous a troublé, si elle vous a fait frissonner,
Abonnez-vous à notre chaîne YouTube pour explorer d'autres récits où la vérité défie l'oubli. Partagez vos pensées dans les commentaires et rejoignez-nous dans cette quête de lumière au cœur des ombres. Si vous pensez que ces histoires méritent de l'attention, pas de la pitié, de la sensibilisation, pas de l'exploitation, alors aidez-nous à les raconter avec dignité.